Mesdames, Messieurs, je vous salue avec du plaisir, évidemment, parce que le Cercle des managers de l'immobilier vous retrouve pour un nouveau débat, aussi avec une certaine gravité. Lorsque nous avons créé, j'ai pris ma part, mais aussi les dirigeants de l'UNIS du Grand Paris, le Cercle des managers d'immobilier, c'était au tout début de la première séquence de confinement. Et de vous à moi, on espérait que ce serait la dernière. On n'imaginait pas vivre à l'identique cette période. Nous voici de nouveau en confinement. Les conditions sanitaires l'ont exigé et la décision a été prise par le président de la République et par le gouvernement. Alors, ça justifie deux choses. D'une part, que nous reprenions la fréquence qui a été celle du premier confinement, fréquence hebdomadaire. Pourquoi? Parce que dans cette période, il y a beaucoup de sujets qui apparaissent. Nos vies au sein des entreprises immobilières changent. La manière que nous avons de pouvoir continuer notre travail ou d'être empêchés de continuer notre travail doit être précisée. Et par ailleurs, incontestablement, il y a un besoin d'échange, d'information, de dialogue, un besoin de réassurance. Nous sentons tous au début de cette deuxième période de confinement qui est appelée à durer 5 semaines, peut-être plus, nous sentons tous que l'inquiétude est majorée par rapport à celle de la première période. Donc, une fréquence qui redevient hebdomadaire, ça nous est paru nécessaire. Et je parle aussi au nom de ceux qui, avec moi, ont créé cet espace de débat il y a quelques mois. La deuxième chose, c'est que nous avons modifié notre heure de débat. Nous sommes un peu plus haut dans l'après-midi pour mieux coller sans doute à un rythme différent que nous sommes appelés à prendre. Voilà. Alors, l'enjeu de ce cercle des managers, c'est de parler de ce qui nous préoccupe tous, acteurs de la filière immobilière, de l'amont à l'aval. Et aujourd'hui, nous allons effectivement parler aussi bien du bâtiment que des métiers de service, des métiers de l'aval, pour mesurer très précisément comment le bâtiment, l'immobilier peuvent continuer à fonctionner. Alors, on a choisi un titre provocateur avec aussi un clin d'œil, il ne faut pas s'en priver, immobilier, bâtiment, vivre ou survivre. On pourrait aussi, s'adressant au pouvoir public, c'est un enjeu de ce cercle, des messages, et avec la mémoire en tête de Sean Connery, on pourrait dire aussi vivre ou laisser mourir. Notre préoccupation à tous acteurs de la filière, c'est bien sûr de continuer à fonctionner au profit public, au profit des clients des entreprises et au profit des entreprises et de l'économie, dont on sait qu'elle repose largement sur la santé du bâtiment et de l'immobilier. Et c'était un pari d'ailleurs du gouvernement que de fonder la relance sur l'immobilier. Voilà l'enjeu du jour. Alors, je vais vous présenter rapidement, ils vont apparaître à l'écran, nos 4 invités, puis on a un invité surprise. Et c'est un plaisir parce que ça veut dire que ce cercle, il est effectivement un lieu d'information pour les décideurs publics, et pas des moindres. Et je vous dirai tout à l'heure, allez, je ménage le suspense pendant 3 minutes, qui nous rejoint au début de notre réunion, sachant que son proche collaborateur continuera à écouter nos débats et pourra l'informer de ce qui sera dit. Ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Alors, nous avons avec nous, et je voudrais aussi d'ailleurs les remercier parce que dans l'urgence, ils ont accepté de bouleverser leur emploi du temps. Ils ont tous des responsabilités entrepreneuriales et au-delà, et ils ont joué le jeu. C'est aussi une reconnaissance. Merci beaucoup. Je remercie, allez, par ordre alphabétique, Éric Alouche, il est le patron du réseau ERA, directeur général du réseau ERA. Éric, tu nous entends? Oui, vous m'entendez? Très bien, on te voit. Voilà. Bonjour à tous et merci pour votre émission, très instructive et très à propos. Merci beaucoup. Je salue à sa suite Sabine Basili. Alors, Sabine Basili est vice-présidente de l'ACAPEB chargée des affaires économiques. Elle est elle-même, bien sûr, chef d'entreprise dans l'univers du bâtiment. Et je la remercie beaucoup. Elle a un emploi du temps qui est d'une densité rare. Elle a de très nombreux mandats.
et singulièrement dans l'ordre de la transition énergétique, hein, les membres du plan bâtiment durable, on pourrait citer tous les mandats qu'elle a. Je vous renvoie d'ailleurs au site du Cercle des managers. Vous y saurez beaucoup plus de choses que je ne peux le dire sur chacun de nos intervenants. Vous aurez aussi leur visage. Et donc, je remercie Sabine Basili aussi d'être avec nous. Merci, bonsoir à vous tous et merci de votre invitation. Je suis très honorée de participer à cet échange ce soir. Merci encore. Danielle Dubrac, elle est la présidente de l'UNIS. Je ne sais pas s'il faut encore la présenter parce qu'elle est déjà intervenue dans ce cercle et voilà, fondé par le pôle francilien de l'UNIS. Donc, elle est un peu chez elle aussi et on l'accueille avec beaucoup de plaisir. Je rappelle qu'au-delà de la présidence de l'UNIS, bien sûr aussi du pilotage d'une entreprise, elle est administrateur de biens elle-même, elle est vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et elle est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis. Ça veut dire qu'elle a des observatoires privilégiés sur la vie des entreprises et sur les difficultés des entreprises. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Merci Daniel. Pierre Sorel, alors envers Pierre, des remerciements appuyés. Parce que lui, non seulement il a répondu à l'urgence, mais il a répondu à l'extrême urgence. Nous avions invité l'un de ses confrères, qu'il apprécie d'ailleurs, et qu'il apprécie dans les deux sens, Éric Calem, qui est le patron fondateur de Promex, un promoteur francilien. Des raisons familiales ont empêché Éric d'être avec nous et au pied levé, voilà, je le dis, Pierre Sorel, qui est fondateur d'Ibana et qui a une longue carrière de promoteur. Il a été à la tête de Sogeprom, il a été l'un des dirigeants de BNP Paribas pour la partie immobilière, la partie promotion. Il a accepté d'être avec nous. Ibana, je le dis aujourd'hui, est d'ailleurs aussi dans le giron du groupe Hexaom. Hexaom, c'est Maison France Confort et c'est très, très nombreuses marques de constructeurs de maisons individuelles ou de promoteurs dans la France entière. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous pour votre invitation et bonsoir à tous. Allez, puis je me paie le luxe de dire que Pierre m'est un camarade de promotion. Voilà, on a une école en commun, mais c'est pas pour ça qu'il est venu. C'est parce que voilà, c'est un grand professionnel. Alors l'invité vedette ou surprise en tout cas, vedette. Il n'y en a pas dans ces débats, vous êtes tous d'égale qualité, mais surtout représentant des pouvoirs publics. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on dit ici, on ne le dit pas pour rester dans l'entre-soi, on le dit parce que c'est un porte-voix considérable. Je voudrais dire que ce sont près de 1200 personnes qui sont dans cette grande salle virtuelle. C'est presque un record, hein, si on prend toutes les réunions organisées depuis notre création. C'est pas pour rien. Je parlais d'inquiétudes, de questions multiples posées par les acteurs de l'immobilier. La preuve, on l'a déjà avec ce niveau de fréquentation. C'est Michael Nogal qui nous a rejoints. Il a souhaité être avec nous. Alors, à quel titre? C'est un parlementaire qui est très proche de l'immobilier, de ses acteurs, ça pourrait suffire. Je voudrais dire que depuis sa dernière participation à nos débats, il a été nommé président du Conseil national de l'habitat. Ça veut dire que voilà, il est plus encore proche de ce secteur et de tous ces acteurs associatifs, entreprises, organisations professionnelles. Et puis, mais il va nous le préciser, il a repris un mandat qui lui avait été donné en urgence lors du premier confinement au sein du parti présidentiel dont il est membre. Il a été désigné comme le parlementaire qui va suivre la vie des entreprises et les difficultés des entreprises, les tracas des entreprises. Il est évident qu'il est précieux qu'il nous dise quelques mots en ouverture de cette réunion et puis sans doute surtout qu'il nous écoute, qu'il vous écoute pour voilà, alimenter sa réflexion, la réflexion du Parlement et la réflexion aussi de la ministre du Logement avec qui il travaille régulièrement. Monsieur le député, cher Michael. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je suis là en tant que spectateur plus qu'en tant que participant ce soir, même si j'ai eu évidemment le plaisir de participer en tant qu'intervenant au cercle des managers de l'immobilier. On aura l'occasion, je crois, de reproduire cet exercice. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous et d'être dans un échange direct. J'essaie de multiplier les occasions d'échange direct et j'aurai plaisir à vous écouter ce soir. Je ne pourrai pas rester pendant toute la durée de
la réunion, mais en tout cas, je vais essayer de vous écouter. Je serai en déplacement, mais je vous écouterai une bonne partie de la réunion. Comme tu l'as rappelé, mon cher Henri, j'ai été nommé il y a peu président du Conseil national de l'habitat. Pour ceux qui me connaissent et qui ont suivi mon parcours, je suis mobilisé sur les questions de logement et de l'immobilier depuis mon élection en 2017. Et donc, c'est une nouvelle mission qui m'a été confiée et je souhaite la mener en faisant en sorte que ce CNH, que tout le monde connaît dans ce secteur, soit un vecteur, un facilitateur pour les acteurs du logement qui sont très divers, puisqu'au sein du CNH siègent à la fois, comme tu l'as rappelé, des associations, les représentants par exemple des propriétaires et des locataires, mais aussi les organisations professionnelles du bâtiment, des agences IMO et des administrateurs de biens, les ministères qui ont un rôle à jouer dans le logement, et notamment le ministère des Solidarités et de la Santé au titre de la salubrité et de la gestion de l'habitat indigne notamment, mais la politique de la ville, l'ensemble de, enfin, 8 ministères, je crois, sont membres de ce CNH. Et donc, voilà, les prochaines semaines vont être l'occasion d'évoquer de nombreux sujets, évidemment le sujet de la réforme des APL, le sujet de la rénovation énergétique, puisque vous avez vu que c'est une des priorités que l'on s'est fixées dans le plan de relance, avec 2 milliards d'euros notamment qui ont été abondés pour ma prime rénov qui là aussi a été revue. Enfin, voilà, je ne suis pas là ce soir pour dire tout ce qui est fait par les pouvoirs publics en ce moment, mais on est pleinement mobilisé. Et tu l'as rappelé, Henri, j'ai été nommé, alors là, pour le coup, c'est au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, mais coordinateur du volet économique du plan de relance et la gestion du confinement a fortiori. Et donc, c'était une mission que j'avais déjà exercée pendant le premier confinement. Et le gouvernement et le groupe parlementaire m'ont demandé de reprendre du service pour faire ce lien entre le gouvernement, les députés et puis les acteurs économiques. Et donc, je reste évidemment à la disposition des acteurs du logement que je connais et que j'affectionne particulièrement, mais au-delà, ma mission va au-delà de ce secteur et concerne l'ensemble de notre économie. Vous avez vu déjà ce week-end beaucoup de discussions sur le commerce, et le commerce et l'immobilier sont étroitement liés. Donc voilà, c'est des questions que je regarde de près et pour lesquelles je suis évidemment à l'écoute de toutes et tous. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle réunion et je reste ici avec vous. Et puis globalement, je crois qu'il est facile de me contacter via LinkedIn, via les réseaux sociaux, par mail. Donc que les participants à cette réunion n'hésitent pas à me solliciter. Voilà, j'indiquais que ton collaborateur suivrait jusqu'au bout cette réunion et qui pourrait évidemment porter à ta connaissance les choses les plus importantes que nous allons nous dire. Merci beaucoup. Je vais également, juste avant que Danielle Duvrac ne prenne la parole, parce qu'elle doit nous quitter avant la fin, donc c'est elle qui s'exprimera en premier, je vais demander à 2 autres représentants de la puissance invitante à mon côté, à savoir Evelyne Vivier, elle est vice-présidente du Cercle, et à Benjamin Darmoni de nous dire un mot d'accueil. Alors, nous avons souvent avec nous la présidente Émilie Jousset, elle est aujourd'hui empêchée d'être avec nous, François-Emmanuel Borel, qui est très assidu à l'organisation aussi de ces réunions, il n'est pas avec nous non plus. C'est Evelyne et Benjamin qui représentent les fondateurs de ce cercle. Evelyne. Ou Benjamin, hein, si… Bonsoir à tous. Henri, tu le rappelais, ce deuxième confinement est encore une épreuve pour tous les professionnels que nous représentons. Et très clairement, aujourd'hui, on a voulu cette conférence pour répondre à toutes les questions que nous recevons tous les jours au travers du site du Cercle des managers d'immobilier. Parce qu'elles sont nombreuses et c'est vrai que c'est tous ces mails, c'est toutes les demandes qu'on reçoit qui nous donnent les idées de ces conférences. Et aujourd'hui, dans tous les mails, il y a urgence.
urgence de répondre effectivement à la demande des professionnels de savoir comment organiser le travail tous les jours avec cette deuxième épreuve. Merci beaucoup, Evelyne. Est-ce que tu es avec nous? Oui, bonsoir à tous. Oui, voilà. Merci Henri, merci pour cette introduction toujours extrêmement pertinente. Merci aux débatteurs, merci à monsieur le député de nous avoir rejoints. Nous avons organisé cette conférence dans l'urgence, en effet, puisque nous sentions qu'il y avait de l'inquiétude, de l'interrogation, un certain nombre de réponses qui n'étaient pas données et le nombre d'inscrits ce soir montre que notre cercle a encore à faire par rapport à tous les décideurs publics, les décideurs privés, nos clients, nos professionnels. Je rappelle que le cercle, c'est un lieu de débat qui est complètement œcuménique et indépendant. Donc, on essaye d'être dans la transversalité et d'aider et de rendre des services, a fortiori, pendant cette période difficile. Donc, j'espère que ce soir, nous répondrons à toutes les questions. Ce n'est qu'un début. Nous allons rester avec vous pendant toute la durée de ce confinement et au-delà, bien sûr, pour répondre aux questions. Merci Evelyne. Daniel, j'ai annoncé, tu nous quitteras avant la fin de nos travaux. Alors, je vais te demander, d'abord au titre de la présidence d'une organisation professionnelle qui rassemble très largement les professionnels. Il y a des promoteurs, on ne le sait pas forcément à l'UNIS, il y a des aménageurs, il y a bien sûr des administrateurs de biens, syndics de copropriété, gestionnaires locatifs. Il y a aussi des spécialistes de transactions et en particulier les réseaux d'agents indépendants leaders sont adhérents de l'UNIS. Bref, tu as une vision panoramique par la présidence de ton syndicat. Alors, très librement, quelles inquiétudes aujourd'hui se font-elles jour? À quelles questions a-t-on déjà des réponses qui sont très sûres? Je provoquerai ensuite évidemment Eric ou Pierre ou Sabine Basili pour leur domaine spécifique. L'univers de la copropriété, on se rappelle que lors du premier confinement, il avait fallu continuer à le faire vivre. On a obtenu dans l'urgence des modifications des textes en vigueur. Le législateur a travaillé très rapidement par ordonnance. Le cabinet du ministre à l'époque était très mobilisé. Qu'est-ce qu'il faut faire encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des craintes économiques particulières? On peut penser à des impayés parce que les ménages vont être fragilisés, que ce soit en copropriété, que ce soit dans les relations locatives. Peut-être des craintes liées aux travaux, et Sabine pourra y réagir. Les conditions dans lesquelles on va pouvoir continuer à faire ces travaux dans nos immeubles, dans nos appartements. Voilà, donc très, très, très largement, quels sont les points les plus saillants de ce que les professionnels ont en tête aujourd'hui. Et effectivement, on a des dizaines, des centaines de questions déjà. Benjamin a raison. Donc, ce que vous ne direz pas, je le dirai parce qu'on est piqué par les participants. Alors, merci de me donner la parole en premier. Effectivement, je pars comme beaucoup de professionnels en assemblée générale après. Je voulais d'abord soutenir tous les professionnels de l'immobilier qui nous écoutent ce soir et pour dire qu'on est inquiet. Pourquoi, monsieur le député? Quand il y a une réglementation qui est transmise, il faut qu'elle soit audible et il faut qu'elle soit compréhensible. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne comprend pas entre ce qui est ouvert et fermé. On ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous parliez de la Chambre de commerce. On a un petit site internet où on donne le code APE et le code NAF d'une entreprise et on regarde si on est un commerce de proximité ouvert ou fermé. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Je prends juste un exemple. Des personnes qui ont le même code APE, par exemple, Étain, c'est Saint-Maclou, il y en a un qui a le droit d'être ouvert et l'autre qui est fermé. C'est pour vous dire qu'on comprend tout à fait les difficultés, mais la crise sanitaire et la crise économique se mélangent. Et nous, on a fait un communiqué de presse lundi pour demander à ce que l'activité immobilière soit complètement faite. On est dans un secteur qui n'est pas fermé, on est dans un secteur qui est ouvert. Pour autant, les agences immobilières sont des entreprises et des commerces et il y a des restrictions d'activité. Et donc, dans ces restrictions d'activité, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? Parce que le logement, c'est un enjeu de société. Alors, évidemment, les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, la livraison de clés, la réception de travaux,
les déménagements sont des choses qui sont autorisées, mais il faut bien visiter des logements en amont d'un déménagement. On sait bien que c'est la période où il va y avoir des gens qui vont être à la retraite et qui vont chercher des logements peut-être pour partir. Il y a le télétravail qui aspire à des logements différents. Donc, on ne comprend pas. Et je ne comprends pas non plus une deuxième raison, c'est que le logement social est considéré bien sûr comme un service public, et ça, c'est tout à l'honneur du logement social. Mais dans le logement privé, il y a 60% des lots en copropriété qui sont du locatif. Donc, le logement privé correspond aussi à un enjeu de société. Le logement tout court, d'ailleurs, correspond à un enjeu de société. Et pour autant, nous n'avons pas le droit de faire des visites, sauf dans les cas de figure que nous avons précisés. Alors, il y a des réglages. Par exemple, on parlait de l'attestation de professionnels que l'on doit remplir pour les déplacements. C'est vrai que, par exemple, les déménagements, c'est quelque chose qui est autorisé. Et pour autant, la case déménagement n'y était pas. Ce type de réglages sont nécessaires. Mais quand même, le reconfinement, reprendre les visites immobilières, on l'a demandé parce qu'on est très inquiet. C'est une chaîne. Sabine va parler tout à l'heure du bâtiment. On est très content d'ailleurs que le bâtiment et les travaux publics soient pris dans les exceptions. Mais c'est quand même une chaîne. C'est-à-dire s'il y a des travaux, aujourd'hui, il y a un stock. En Assemblée générale, il y a un stock, des états des lieux, des contrats à signer qui sont signés, il y a un stock, mais après, qu'est-ce qu'on va devenir? Et on sait très bien que c'est toute une chaîne et que donc peut tout s'arrêter. Alors donc l'immobilier, activité essentielle, ça monsieur le député, on l'a demandé, je ne sais pas comment ça va se passer. On est un petit peu inquiet parce qu'il peut y avoir aussi une forme de rupture de concurrence. On est très content que les notaires puissent permettre des visites ou des signatures, y compris d'ailleurs avec la signature électronique, mais en présentiel, c'est très bien. Mais on se considère aussi comme des professionnels du droit. On est inquiet sur les loyers commerciaux. J'en sais bien qu'il y a un certain nombre de choses sur le crédit d'impôt ou sur le fonds de garantie qui sont des mesures qui sont en train de se faire. Mais par exemple, pour la prime rénov', vous savez qu'on soutient à fond le plan de relance sur la rénovation énergétique, notamment, parce qu'il y a d'autres plans du plan de relance. Et donc, on est satisfait. Mais sur la prime rénov', comme on n'est pas en train de pouvoir tenir nos assemblées générales, parce qu'on est en train de rattraper le retard du premier confinement, c'est de la faute de personne. Du coup, le calendrier de la prime rénov' est trop compliqué. Sur la sécurisation des assemblées générales, on a demandé des aménagements qui doivent, après, par ordonnance, à travers la loi sanitaire qui va être votée, d'urgence sanitaire qui va être votée, on a demandé des aménagements. Et on est très inquiets parce qu'il y a eu une commission mixte paritaire qui a eu lieu le 30 octobre et on a constaté qu'il n'y avait aucun accord entre les députés et les sénateurs pour pouvoir parvenir à élaborer un texte commun. Et pourtant, nous avons des assemblées générales à tenir et on demandait, sans rentrer dans la complexité juridique, on demandait la même prorogation des mandats qu'il y avait eu lors du premier confinement. Donc, vous voyez tout ça. Comme c'est une Daniel, activité... soyons quand même précis, d'autant que Michael Nogal est avec nous et qu'on est écouté, je peux bien le dire aussi, par le cabinet de la ministre. Voilà. Oui, mais je reconnais les efforts de la ministre. Suit nos travaux. Voilà. Voilà. Et aucun souci. Pour la copropriété. Madame Vargon, Monsieur Griset ont fait le maximum pour nous. Ça, on en est absolument conscient. Bon, mais ils ont sans doute fait le maximum. On demande que le logement soit lié à des activités qui sont permises et qui continuent, parce que c'est un enjeu de société. Sur la copropriété, pour être précis, j'ai le souvenir qu'il y avait deux sujets lors du premier confinement. Ce n'est pas tellement ancien, je n'ai pas grand mérite à me le rappeler. C'était en effet la possibilité de rallonger, de repousser les échéances pour l'organisation des assemblées générales. Donc là, très précisément, quel est le souhait, quel est le besoin. Il y avait aussi un souci pour le mandat des syndics de copropriété. Quelles sont les demandes précises, sans entrer dans la technique, mais en copropriété, quel est le sujet? Quels sont les blocages à lever au prix de modifications réglementaires? Alors, si le cabinet de Madame Le Vargon est présent, et il le sait, ils vont tout faire pour cela. C'était prévoir la prolongation de la période transitoire, c'est-à-dire au-delà du 31 janvier 2021, pour ceux atteints, les mandats atteints par les deux confinements, et puis instaurer à l'image du premier confinement une période transitoire pour les mandats qui expirent ces prochains mois, c'est-à-dire pour les comptes qui sont arrêtés au 30 juin et au 30 septembre. Le délai franc de 3 jours pour recevoir un vote par correspondance, puisqu'on incite les gens évidemment à ne pas venir, et puisqu'ils ne peuvent pas venir, on incite aussi sur la visioconférence, mais le délai de 3 jours francs avant la réception et la prise en compte d'un bulletin de vote, c'est important de le réduire, et aussi le délai de passage d'une assemblée générale présentielle en distanciel, qui est de 15 jours. C'est tout simplement ces choses-là qu'on demande. Madame la ministre est très, très au courant, et je salue toute l'énergie qu'elle met à essayer de faire passer les messages. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les questions de travaux, de fragilisation des ménages. Est-ce qu'il y a des conséquences économiques déjà sensibles ou qui sont devant nous
qui pourraient conduire à ce que la relance, notamment, ne soit pas au rendez-vous. Alors, je pense à la question des impayés, on l'a évoqué. Jusqu'à présent, j'entends les syndics, les gestionnaires locatifs dire il n'y a pas de problème dans le résidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des indices? Je sais que l'ANIL suit cela de très près aussi. Est-ce que les votes en faveur de travaux de transition énergétique soutenus par MaPrimeRénov' vont se déclencher dans cette période de fragilité économique? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Alors, sur les charges de copropriété, on n'a pas encore senti de problèmes d'impayés. Bon, il faut quand même regarder, on va vivre au jour le jour et à la semaine. Hein. Donc, pour l'instant, sincèrement, on avait fait une enquête flash il y a très peu de temps dans le syndicat. On n'a pas senti de dérive dans les impayés de copropriété. Cependant, sur les baux commerciaux, on est extrêmement inquiet et c'est normal, tout le monde est inquiet. Je dirais que même le gouvernement est inquiet. Donc là, attention, sur les loyers commerciaux, on est inquiet. Et puis sur les travaux, ben, écoutez, comme on est quand même dans un climat anxiogène, les gens votent l'approbation des comptes, des choses comme ça, mais sur les travaux, franchement, ils ne sont pas intéressés, ils sont quand même inquiets et donc ils ne votent pas systématiquement les travaux. C'est pour ça que c'est important de reprendre les visites pour des achats et des biens, parce que ça va permettre aux gens, ne serait-ce que ceux qui auront des problèmes de difficultés financières, parce qu'ils auront perdu leur emploi. Et là, je voulais dire que je suis donc dans une chambre de commerce et avant, nous n'avions pas de questions grâce au gouvernement qui nous a donné un certain nombre de missions sur la connaissance des dispositifs, nous n'avions pas de questions sur les dépôts des cessations d'activité ou sur les dépôts de bilan. Et aujourd'hui, là, depuis le dernier confinement, depuis une semaine, on a énormément de questions là-dessus. Et heureusement, les tribunaux de commerce aussi, dites-le à nos auditeurs qui sont des chefs d'entreprise, les tribunaux de commerce sont là aussi pour s'occuper des préventions des difficultés, de façon à éviter qu'il y ait une cessation d'activité, voire un dépôt de bilan. Et aujourd'hui, on sent beaucoup cette inquiétude. Donc, si on donne les activités immobilières en location et vente, et notamment un peu la libre circulation avec toutes les conditions sanitaires nécessaires, on pourra peut-être refaire partir la machine. On sait que les Français ont épargné en ce moment. Donc, du coup, ils pourraient acheter un logement, ils pourraient voir un petit peu différemment et ça pourrait quand même continuer la machine. On est très, très conscient qu'on est en mode dégradé, que de toute façon, on ne pourra pas avoir le chiffre d'affaires qu'on avait, je dirais, avant le Covid. Mais si vous voulez, s'il y a une crise sanitaire et on est conscient que le virus est dangereux, on est conscient de tout ça, mais si on meurt guéri, ce n'est pas tellement intéressant. C'est-à-dire, si on lutte contre le Covid et qu'après, finalement, l'activité économique meurt, je ne vois pas comment on va s'en sortir. C'est pour ça qu'on est un peu inquiet. On comprend l'histoire du confinement, mais pour autant, on demande que notre activité immobilière soit continue absolument. Voilà, c'est vraiment un message de secours. Un dernier mot important. Tu as parlé des aides. Elles ont été inventées lors du premier confinement. On les ressort évidemment des tiroirs. Les aides, ça s'appelle le chômage partiel. Ça s'appelle les aides exceptionnelles pour les indépendants, 1 500 €, moyennant la démonstration que le chiffre d'affaires, etc., a subi une baisse significative. Est-ce que ces deux aides, chômage partiel ou aide exceptionnelle, satisfont aujourd'hui les entreprises du secteur? Je pense à la gestion, mais je pense aussi à la transaction. Et avant qu'Éric ne puisse faire un focus évidemment sur cette activité, et je reprécise que parmi les négociateurs, il y a aussi beaucoup d'indépendants. On parlait de ce qu'on appelle les réseaux de mandataires, hein, qui sont adhérents de ton syndicat, mais ils fonctionnent par définition en organisant le travail des indépendants. Donc, ce sont des indépendants, ce ne sont pas des salariés. Voilà. Est-ce que salariés et indépendants, ils trouvent leur compte dans les aides telles qu'elles ont été ressorties des tiroirs? Alors, il y a des aides qui continuent, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est la présidente de chambre de commerce qui parle, il y a des numéros d'urgence dans toutes les chambres de commerce de France et de Navarre. Téléphonez à ces numéros d'urgence, vous aurez des conseillers derrière qui sauront comprendre et expliquer en fonction de votre cas. Vous êtes salarié, enfin vous êtes chef d'entreprise, vous avez des salariés, ou vous êtes travailleur indépendant, ce à quoi vous avez le droit. Moi, je salue le gouvernement sur toutes les aides qu'ils ont données. Franchement, s'il n'y avait pas eu les aides, je pense évidemment au chômage partiel, je pense à l'activité partielle, je pense au PGE, je pense évidemment au fonds de solidarité. Je pense sincèrement, on n'en serait pas là. Mais ce que l'on veut quand même, c'est on est en perfusion, il faut quand même qu'on continue de travailler. Je n'ai pas la solution, je pense que c'est très compliqué, on ne critique personne, mais il faut continuer de travailler. Le chômage partiel, stricto sensu aujourd'hui, peut bien sûr concerner des femmes et des hommes de la gestion, mais aussi des négociateurs salariés, puisque au moment où on parle, ils sont empêchés de faire leur travail avec les visites. Aujourd'hui, ils ont accès au chômage partiel, ces négociateurs salariés?
Alors, normalement, oui, ça demande quand même confirmation. Il y a eu des grosses discussions. Emmanuel Vargon, la question lui a été posée clairement. Ça dépendait plutôt du ministère du Travail et peut-être certainement, bien sûr, de Bercy. Bien sûr. Et ça, c'est en cours de finalisation. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'était acquis, au moins verbalement. Et je remercie encore le cabinet de la ministre. Parfait. Benjamin Darmouni demande la parole et ensuite, c'est à Éric Alouche, que j'ai beaucoup cité, de s'exprimer. Merci Henri. Je voudrais revenir sur un détail qui sont les visites des appartements. Aujourd'hui, on a eu raison de remettre l'autorisation de visite des clients chez les notaires pour signer en présentiel. On rappellerait que si on nous laissait au moins faire les visites d'appartements, ce n'est pas rentrer dans un commerce ERP que de faire une visite d'appartement. C'est en limitant le nombre d'intervenants, c'est-à-dire que si c'était pour une colocation, une seule personne pourrait se déplacer à l'appartement et donc ce rendez-vous aurait lieu à deux. J'interroge évidemment le bureau de la ministre sur ce sujet parce que je pense que ça permettrait aux agences aujourd'hui de pouvoir non seulement continuer leur activité en location, mais aussi en transaction. Et ça limiterait aussi le chômage partiel, parce qu'à un moment ou à un autre, l'enjeu budgétaire sera très important. Alors, on le verra peut-être à horizon 1, 2 ou 3 ans, mais il faut y penser tout de suite. Et nous, professionnels, on y pense aussi. Tiens, Benjamin, puisque j'ai en ta personne un syndic aussi sous la main, si je puis utiliser l'expression, on reçoit des questions. Hein. Daniel parlait tout à l'heure d'assemblée générale virtuelle. Est-ce que cette modalité de réunion des assemblées générales a fait du chemin entre le premier confinement et celui-ci? J'ai des doutes. Je pose la question de manière provocatrice parce que j'ai des doutes. Et puis, je vois aussi que ces assemblées générales virtuelles ne fonctionneraient pas pour les immeubles de plus de 100 lots. C'est ce que je vois. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur ce sujet que tu connais bien? Alors, en deux mots, les inquiétudes existent évidemment parce qu'on a évidemment tout organisé pour faire des assemblées par correspondance. Alors, par correspondance? Par correspondance, parce que c'est évidemment la solution qui a été préférée pour une question d'efficacité. C'était l'enjeu. Est-ce que par correspondance, pardon, je t'interromps pour bien comprendre, il y a trois régimes. Il peut y avoir le mandat, le pouvoir donné à un copropriétaire quand on est empêché. Il faut que l'AG se tienne. Le vote par correspondance, qui est encore une modalité, et puis l'Assemblée générale virtuelle. Est-ce qu'une Assemblée générale, si elle ne se tient pas, peut donner lieu à des votes par correspondance? En clair, si aucun copropriétaire n'est face au syndic. Évidemment, ça a été le choix d'un certain nombre de syndics de ne convoquer que par correspondance. Et il faut savoir que si le syndic l'a fait, c'est bien souvent en accord avec le conseil syndical. Parce qu'il faut bien comprendre que le syndic est le bras armé du conseil syndical. Et le conseil syndical, plus il voyait la crise avancer, plus il s'interrogeait sur le fait qu'il n'y ait pas d'assemblée. Et on a tous conscience qu'un immeuble qui n'a pas d'assemblée, qui n'a pas de vote de résolution, ne peut pas être correctement géré. Aujourd'hui, on confie souvent, en tout cas les copropriétaires, confient au conseil syndical une gestion déléguée de leur copropriété. Eh bien, ils leur font encore plus confiance au travers du vote par correspondance. Mais aujourd'hui, un grand nombre de syndics se mettent au système virtuel pour pouvoir avoir une communication avec leurs copropriétaires. Parce que l'idée, c'est le manque de communication. Et c'est vrai qu'il est très difficile, voire impossible, de voter un ravalement par correspondance. Bien sûr, il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait une discussion. Voilà. Je reprécise la question, même si elle fait mal. Est-ce qu'en quelques mois, tes confrères, selon toi, ne serait-ce qu'au sein du pôle dont tu es l'un des dirigeants, se sont équipés, pour le dire très simplement? Est-ce qu'ils sont en mesure aujourd'hui de dire à leurs clients copropriétaires, on peut réunir une assemblée générale virtuelle, j'ai le matériel qu'il faut, j'ai le logiciel qu'il faut, en toute sécurité? Il y a eu beaucoup de questions sur la sécurité. Est-ce que ça a progressé? Je n'en ai pas l'impression, pour le dire très clairement. Alors, tu insistes, donc je vais te répondre. Oui, en urgence, en voyant le deuxième confinement arriver. D'accord. Voilà. Pour être très clair,
le premier confinement a donné lieu à des décalages d'assemblée. Tous les professionnels ont compris que le deuxième ne pouvait pas permettre encore une fois un décalage des convocations. Peut-être que techniquement, ce sera ma dernière question voilà, que je glisse avant qu'Éric ne prenne la parole. On peut pas, si une assemblée générale n'a pas fait ce qu'elle devait faire, si une copropriété n'a pas fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire voter son budget, donner son quitus, et qu'on passe sur l'exercice suivant, qu'est-ce qui peut se passer? Il va bien falloir solder l'exercice là très particulier dans lequel on est. On n'imagine pas faire des assemblées avec 2 ans d'exercice. Voilà. Ce serait un travail colossal à reprendre pour la validation des comptes et ce ne serait absolument pas sain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les professionnels ont compris que quoi qu'il arrive, il fallait trouver une solution et la solution, elle est trouvée aujourd'hui par l'assemblée virtuelle avec tous nos logiciels. On avait travaillé dessus, mais là, on y travaille en version accélérée et c'est pour ça que les syndics sont dans l'obligation de convoquer des assemblées aussi par correspondance pour acter les décisions qui doivent être prises. Parfait. Alors, je me tourne vers Éric Kalouche. Je ne veux pas dire qu'on aurait pu n'inviter que lui, mais c'est pour vous faire sourire. On a un nombre majeur de questions sur cette problématique des visites. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. D'abord, j'entends, puis je vois aussi, il m'arrive de marcher avec mon autorisation en poche dans la ville, des agences immobilières qui sont ouvertes. C'est une activité qui peut continuer. Et j'entends que des visites se font encore. Qu'est-ce qu'il en est? Je vois en tout cas qu'il y a une fronde. Hein, ce n'est pas le seul domaine où il y a une vraie fronde dans l'univers des agences immobilières. Là, une proposition, ce n'est pas une question. Faisons une pétition. Envoyons tout cela au gouvernement. Voilà, bon, des moyens pacifiques, mais très déterminés. En ce qui concerne le déménagement, est-ce qu'on peut faire appel à des amis et procéder à un déménagement? Est-ce qu'un déménagement interrégion est autorisé? Enfin, il y a une flopée de questions. Je ne doute pas que Éric les a déjà entendues de la part de ces agents immobiliers franchisés. Voilà, donc Éric, la parole est à toi. Je crois d'ailleurs que tu peux parler plus largement au nom d'un nombre important de réseaux. J'ai vu que vous étiez concerté avec d'autres grandes enseignes. Hein. Je pense à Century 21 ou à Orpi. Est-ce qu'il y a un espoir? Daniel disait tout à l'heure, bon, la ministre travaille, elle nous a entendus. Pour la transaction, pour ces visites, vente ou location, est-ce qu'il y a un espoir que le gouvernement change de pied? J'ai l'impression qu'il le fait de temps en temps, ces jours-ci, hein, parfois même très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut espérer? Je repose la question du chômage partiel. On est dans une activité en matière de transaction dans laquelle il y a certes des négociateurs salariés, mais beaucoup d'agents commerciaux indépendants. Qu'est-ce qu'il advient de cette population? Il y en a qui travaillent en liaison avec des agences classiques et bien sûr dans des réseaux de mandataires. Peu importe, ils ont le même statut. Voilà, donc, allez, j'ai fait un tir groupé. À toi de nous dire ce sur quoi on y voit clair et ce qui aujourd'hui taraude véritablement les professionnels, Éric. Alors, ça fait beaucoup de choses, effectivement, oui. Beaucoup de questions que tu as posées. Je vais essayer d'être clair dans mon exposé. Alors, la première des choses, je dirais, c'est qu'on est tout à fait conscient, que ce soit ERA ou que ce soit la profession d'une manière générale, puisque nous nous sommes réunis hier soir avec tous les réseaux majeurs et également avec le président de la FNIM, Jean-Marc Terolion, pour parler de cette question. Donc, nous sommes tout à fait conscients de l'enjeu qui est à la fois de préserver et évidemment la santé de la population française par un confinement, mais également la nécessité pour les entreprises de continuer à travailler, puisqu'on ne peut pas rester dans cette situation très longtemps. C'est un poids pour l'État et ce n'est pas une situation qui peut être vivable à terme. Donc on est tout à fait conscient de ces deux enjeux et on ne comprend pas. Et c'est là où est le problème, c'est qu'on ne comprend pas la situation parce qu'à la fois, on nous dit « continuez à travailler » et on en est ravis et on trouve que c'est très bien. Et il y a des aides qui sont apportées, c'est très bien, merci beaucoup. Mais on ne peut pas travailler, puisque comment pouvoir travailler si on ne peut pas faire visiter des biens à des acquéreurs, qui sont les gens qui achètent les biens, ou à des locataires, qui sont des gens qui s'engagent sur un logement.
comment peut-on faire? Alors, on ne peut pas faire ça virtuellement. Je connais personne qui, sérieusement, peut s'engager pour acheter un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros sur une visite virtuelle. C'est impossible. Donc, cette situation-là est complètement ubuesque, où à la fois, on peut travailler, on peut obtenir des mandats, mais on nous retire le pain de la bouche au dernier moment, puisqu'on ne peut pas finaliser nos ventes, en ne pouvant pas faire ces visites. Donc, c'est une vraie difficulté, parce qu'on a une double, en fait, on a une incohérence quelque part légale qui est, premièrement, on est autorisé à travailler légalement, mais en même temps, légalement, on nous interdit de faire des visites. Et ça, ce n'est pas cohérent, d'autant plus que dans le logement social, on peut faire des visites. Alors, est-ce qu'il y a un risque sanitaire différent quand on visite un logement social ou quand on visite un logement qui n'est pas social? Je crois que la réponse, on l'a tous, et c'est là où est l'incohérence, c'est là où on ne comprend pas. Alors, encore une fois, nous sommes bien conscients de cette réalité de confinement, de cette nécessité de garder vraiment un déplacement le plus minime possible. Mais on peut trouver des solutions par rapport à cette situation. Des solutions qui sont simples. Déjà, quand on visite un bien, on peut limiter le nombre de personnes qui visitent. Ça pourrait être 2 maximum. Il pourrait y avoir aussi une attestation qui est délivrée par un professionnel de l'immobilier titulaire de la carte professionnelle qui s'engage à avoir un rendez-vous de visite avec des personnes nommément désignées en fixant l'adresse du lieu. Et donc, cette autorisation pourrait être présentée à toute réquisition, pourrait être obligatoire pour quelqu'un qui prétend se déplacer pour une visite. On pourrait utiliser aussi le bon de visite, qui est un moyen extrêmement simple. Donc, il y a des solutions qui existent, qui sont déjà là. Et on peut régler cette difficulté. Et c'est tout ce qu'on demande. Parce que tous ces systèmes d'aide… Oui. J'intercale une question. J'ai pu voir que certains demandaient ça en donnant des gages, c'est-à-dire en disant, bon, il faudrait qu'il y ait un professionnel, alors c'est évidemment ton propos, tu représentes les professionnels, est-ce que ça veut dire, je me fais l'avocat du diable ou le représentant des particuliers, que s'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y aurait pas le même degré de confiance dans les précautions sanitaires, et donc ce serait réservé aux intermédiaires, cette possibilité de continuer les visites. Ça, c'est ma première question. Certains disent qu'il faut que ce soit limité aux professionnels, parce que qui dit professionnel dit responsabilité majorée. Et deuxièmement, on a entendu aussi une restriction, je sais même qui l'a émise, disant peut-être faut-il limiter aux résidences principales, aux recherches de résidences principales, parce que voilà, ce qui est moins urgent, résidence secondaire ou investissement locatif, eh bien, on peut comprendre que ce soit pas autorisé aujourd'hui. Est-ce que tu ferais ces 2 nuances, professionnel strictement, résidence principale, ou est-ce que tu dis il faut très largement permettre les visites? Non, je comprends la nécessité de limiter les déplacements. Donc, je serais effectivement favorable à ce qu'on limite ces déplacements aux résidences principales même, aux résidences principales, que ce soit pour la location, que ce soit pour l'achat, pour éviter évidemment qu'il y ait des autorisations de complaisance. Concernant le deuxième point que tu évoques, évidemment, si un particulier vend son bien et qu'il a un copain qui vient visiter, il peut permettre à quelqu'un de se déplacer, vous voyez. Et là, on a, y compris à sa famille, peut-être de le visiter d'ailleurs. Et là, on a des abus. Quand on a un professionnel, le professionnel a une obligation en tant que professionnel, il a un devoir, il a une carte professionnelle qui l'oblige à une éthique, à une déontologie qui est légalement fixée, hein. Donc il doit effectivement respecter tout ça, et donc on a une garantie bien supérieure de respect de ces règles de confinement et qu'il n'y ait pas d'abus. Donc je pense qu'on a suffisamment de garanties dans ce domaine-là. Le logement est un enjeu crucial, puisque le logement fait partie des obligations, des nécessités même familiales impérieuses qui ont été citées dans le texte. Donc on pourrait dire que le logement, à ce titre, permet effectivement une dérogation et permet d'obtenir cette nécessité de se déplacer. Ça me paraît tout à fait légitime. Et on rappellera d'ailleurs que si un professionnel enfreignait les obligations sanitaires, ça relèverait du pénal, hein, tout simplement. Exactement. En tout cas, il risquerait de perdre sa carte, ce qui serait pour lui un désastre, puisque là, il ne pourrait plus du tout travailler. Alors, je t'ai interrompu, mais tu allais évoquer la question des aides. Aujourd'hui, dans l'univers de la transaction, est-ce que les aides, Daniel nous disait, tout n'est pas stabilisé. C'est pour ça que c'est intéressant de débattre ce soir, d'ailleurs. Si tout était dans le marbre, ce serait trop tard. Ce n'est pas le cas. Il y a un vrai dialogue avec les pouvoirs publics. Et encore une fois, un député
est avec nous. On est écouté aussi par des représentants de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ces aides? Sachant que, Benjamin le rappelait, l'argent public, il faut en être évidemment économe. Et donc, si l'activité pouvait continuer, ce serait l'idéal. Hein, je reprends ce que tu as dit. Mais en l'état, si un agent immobilier est empêché de faire son travail, à quelles aides a-t-il accès? On a parlé du chômage partiel, mais il y a des indépendants. Par définition, ils ne sont pas salariés. Voilà, ce qui est prévu, est-ce que ça te paraît répondre à l'urgence pour éviter la mortalité? Hein, j'ai en tête que le président de la FNAIM, il y a 3 mois, premier confinement, disait on risque de voir au tapis 3000 agences immobilières. Là, on reprend un confinement. Il n'a pas revu ses chiffres à la hausse, mais peut-être qu'en toute arithmétique, on pourrait aussi les majorer. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire sur les aides? Quelles sont les attentes que tu formulerais toi-même au nom de ta profession? Moi, je dirais, alors là, effectivement, je parle à titre personnel, mais ces aides, évidemment, sont les bienvenues. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Elles ne seront jamais suffisantes, puisque pour être suffisantes, il faudrait qu'elles correspondent à ce qu'on gagne lorsqu'on travaille. Ce qui, à mon sens, est impossible. Et impossible pas uniquement dans l'immobilier, mais dans tous les secteurs. Donc, en responsabilité, parce que je pense que c'est aussi une question de civisme, chacun doit faire preuve de responsabilité dans ces périodes. On ne peut pas avoir un État qui nous paye systématiquement parce qu'on ne travaille pas et ça ne peut pas durer très longtemps. Donc, je pense que ces aides, évidemment, plus elles sont importantes, mieux c'est. Alors, 1 500 € pour un indépendant, ce n'est pas beaucoup. Ça permet de survivre plutôt que de vivre. Ça ne suffit pas forcément. Ce qu'on veut, nous, c'est simplement ne pas avoir d'aide, je vais vous dire, c'est de pouvoir travailler. Parce que ces aides, quelque part, même si on les a tout de suite, on va les payer plus tard, que ce soit le PGE, que ce soit autre chose. Ce sont des prêts qu'il faudra rembourser. Donc, ça veut dire que quand on ne travaille pas, de toute façon, on n'a pas d'argent. Donc, si on nous donne de l'argent qu'on devra rembourser, il faudra rembourser plus tard. Donc, ça va grever forcément notre situation de plus tard. Donc, ce n'est pas une solution qui, à terme, est pérenne. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir travailler le plus possible. Donc, plus il y a d'aide, évidemment, mieux c'est. Il est question que les professionnels de l'immobilier bénéficient aussi du chômage partiel, puisque ce n'est pas encore acté. La ministre Wargon nous a confirmé ça, elle l'a dit. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas le texte qui le dit. Donc, moi, là-dessus, je suis un peu obsédé textuel. J'aime bien voir le texte parce qu'au moins, c'est une garantie qu'il n'y aura pas de marche arrière, qui sont toujours effectivement possibles. Néanmoins, encore une fois, ces aides ne combleront jamais le coût pour les entreprises d'un travail réel. Et on ne peut pas continuer à rester dans cette durée-là, dans cette situation-là. Donc, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir des aides, pour être très clair, c'est de pouvoir travailler. D'accord. Encore juste une petite question néanmoins sur les aides existantes ou en cours de mise à disposition. Je crois que l'aide exceptionnelle de 1 500 €, elle a été reconduite. Je crois que le texte est disponible. Il me semble l'avoir vu passer. Est-ce que tu peux rappeler la règle du jeu pour avoir droit à ces 1 500 €? Là, on parle des indépendants, on parle des agents commerciaux. Sachant que j'ai des observations sur le chat faisant observer que nous conduisant à noter qu'il y a un décalage dans les encaissements d'honoraires de l'agent immobilier et a fortiori de l'agent commercial, et que ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il continue à exposer des frais pour faire son travail de publicité notamment, divers et variés, et qu'il n'encaissera qu'avec un décalage qui est de l'ordre de 6 mois. Donc, ces aides, nous disent des négociateurs, sont pas vraiment adaptés au métier de l'immobilier. Mais bon, non. Ton regard là-dessus? Alors, effectivement, elles ne sont pas adaptées parce qu'on a des cas de figure qui sont différents. Tu viens de le rappeler. On sait qu'il y a un décalage, il y a une inertie entre le travail effectué et le moment où on va encaisser son argent. On sait aussi qu'il y a des gens qui débutent leur activité. Nous avons des agences qui démarrent, donc qui sont en création, donc ils ne peuvent pas justifier d'un chiffre d'affaires antérieur, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de recul. Alors, comment elles font? Comment font-elles? Elles sont en plein décollage, en plein démarrage. Déjà, elles ont pris une première claque avec ce premier confinement, et là, elles en prennent une deuxième. Donc, quand on est en création, quand on est en démarrage, on n'a pas un fonds de roulement à perdre de vue. On a de l'argent qu'on a consacré à son activité. Nous veillons à ce que nos franchisés, évidemment, quand ils démarrent avec nous, aient suffisamment de trésorerie, mais ces trésoreries ne peuvent pas ne pas s'épuiser. Donc, on ne peut pas vivre avec 1 500 € si c'est le fonds de solidarité. Encore faut-il justifier que ça correspond à un montant de chiffre d'affaires antérieur. Donc, il y a des gens chez nous qui n'ont droit à rien. Ils n'ont droit à rien. Ils ont démarré leur activité
en tant que franchisés, ils montent en puissance, mais déjà, ils n'encaissent pas encore, puisqu'on sait qu'il y a un décalage, et on leur casse les jambes, là. Donc, encore une fois, tout ça est extrêmement difficile, parce que des cas de figure, ils sont multiples. Il y aura toujours des gens qui n'auront pas d'indemnisation, alors que, de manière équitable et juste, elle devrait effectivement avoir cette possibilité. Donc, je pense que la meilleure manière de régler les choses, c'est de nous permettre réellement de travailler. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que l'agent immobilier, pour pouvoir travailler, il doit pouvoir faire visiter, parce que c'est là où se prennent les décisions. Quelqu'un qui n'a pas vu un bien, quelqu'un qui ne s'est pas rendu sur un bien ne peut pas s'engager. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler, mais en fait, on ne peut pas travailler. Et c'est là où la cohérence, notamment au niveau, comme je disais tout à l'heure, des différences de traitement avec le logement social. Il y a une inégalité de traitement qui n'est pas normale. Merci beaucoup, Eric. Alors, j'intercale une information, mais elle est précieuse puisque tu as effectivement derrière toi un sac I Love You qui est suspendu. Je précise que le jeudi 5 novembre, après-demain, c'est la 7e journée solidarité d'I Love You qui rassemble très largement la profession. Voilà, je le dis. J'ai beaucoup d'attachement pour les fondateurs de cette association, de cette fondation et tous ceux qui s'y rallient. ERA en fait partie. Voilà, la preuve. Sabine Basili, merci beaucoup de votre patience. Mais voilà, entre ceux qui partaient avant, qui étaient forcément prioritaires, et puis des propos nécessaires, notamment sur la transaction avec Eric, c'est désormais à vous. Merci d'avoir attendu. Alors, le bâtiment, ça a été rappelé tout à l'heure, a été désigné comme prioritaire d'entrée de jeu quand le confinement a été annoncé, deuxième confinement, reconfinement. Les pouvoirs publics, le Premier ministre ont eu soin de dire le bâtiment, le BTP ne sera pas empêché de travailler. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, il y a bien sûr des règles sanitaires très strictes. C'était déjà le cas. Je crois que le guide de bonne pratique de l'OPP BTP a même été revu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement, réellement, derrière les propos rassurants, en mesure de faire votre travail, tout corps d'État confondu? Est-ce que tous les chantiers, des plus petits, entretien des copropriétés, des appartements, jusqu'aux plus importants, des grands chantiers de rénovation énergétique notamment, peuvent être menés dans la sécurité des équipes? Qu'est-ce qu'il en est aussi de l'enchérissement des coûts? On a beaucoup parlé lors du dernier confinement d'augmentation du coût et du prix des chantiers. Moi, j'ai entendu entre 5 et 15%, hein, c'était des propos de vos consoeurs et confrères. Est-ce qu'on a su faire? Est-ce qu'on a intégré ça aujourd'hui? Si c'est le cas, qui va payer? Voilà. Et quelle crainte aussi avez-vous sur l'évolution, peut-être n'en avez-vous pas, hein, des carnets de commandes? On en parlait tout à l'heure avec des syndics, Daniel Dubrac ou Benjamin, des solvabilisations des copropriétaires, d'autres préoccupations. Est-ce qu'effectivement, on va continuer à passer commande aux entreprises et en particulier aux artisans de proximité du bâtiment? Voilà, beaucoup de questions, comme à Eric. C'est normal, même punition, même motif. Je vais également essayer de structurer ma réponse et être efficace dans ce que je vais vous dire, même si ce n'est pas très simple et même si mes réponses sont un peu différentes aujourd'hui de celles que j'aurais pu vous apporter il y a une semaine de ça. Tout simplement parce qu'on aborde ce second confinement dans un tout autre état d'esprit et dans de toutes autres conditions par rapport au premier confinement. On ne savait pas du tout où on allait et vous vous souvenez certainement qu'à l'annonce, le lendemain de l'annonce, les chantiers se sont tous arrêtés pratiquement. Absolument. 90% des entreprises étaient complètement à l'arrêt et aucun chantier ne pouvait continuer, tout simplement parce que nous n'avions pas les fameuses conditions, le guide de bonne pratique que nous avons élaboré ensemble pour pouvoir continuer l'activité et que c'était des risques importants que nous faisions prendre à la fois à nos salariés, mais aussi à nos clients, puisqu'on est aussi des professions où, même si on n'est pas des établissements recevant du public et si on n'a pas des contacts aussi évidents que cela, que les commerces, eh bien, on est en lien permanent avec nos clients, on est chez des particuliers,
on a des gens qui travaillent à proximité les uns des autres, qui sont dans des véhicules également à proximité les uns des autres. Absolument. Et donc, du coup, le premier confinement, c'était la surprise et c'était impossibilité d'être en ordre de marche. Aujourd'hui, c'est complètement différent puisque ce guide existe. Il a été plusieurs fois réaménagé, retravaillé pour être le plus près possible de la réalité et nous faire prendre le moins de risques possible. Et donc, aujourd'hui, c'est pour cette raison que nous sommes dans cet état d'esprit avec la volonté de continuer l'activité et surtout de faire prendre le moins possible de retard à nos chantiers et à ne pas mettre à la fois nos entreprises et nos clients dans la difficulté vis-à-vis de cela. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit ça que tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu'effectivement, on est une chaîne, ça a été dit tout à l'heure par Madame la Présidente de l'UNIS, on est une filière de l'amont à l'aval et on est tous impactés les uns les autres par quelques problématiques qui puissent advenir aux uns ou aux autres. Et ce que vous exposez, vous, en difficulté en tant que syndic ou agent immobilier, eh bien, se reporte directement ensuite sur nos chantiers, puisque pas de transactions, souvent pas de travaux, pas d'assemblée générale, pas de décision d'engagement de travaux dans un immeuble. Et tout ça, évidemment, ce sont des freins à l'activité que nous pouvons exercer. Sabine, je me permets d'intercaler un chiffre que j'ai en tête, hein, vous l'avez peut-être de manière plus précise, mais un changement de logement, en particulier en accession à la propriété, quand on l'acquiert, c'est, je crois, dans les 2 ans, quelque chose comme 10 ou 12 000 euros de travaux en moyenne qui sont engagés. C'est-à-dire qu'on ne déménage jamais sans faire des travaux. Donc, une grande partie de votre carnet de commande repose sur la possibilité de faire ces visites de changement de logement. Je confirme ce que vous dites et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On est tous liés les uns aux autres et c'est vrai que lors d'une transaction immobilière, eh bien, on a très très souvent des travaux qui sont attachés à cela et donc du coup on est tributaires les uns des autres. On est tributaire aussi de la volonté ou pas de nos clients de nous faire intervenir, des clients particuliers de nous faire intervenir chez eux. Une collectivité territoriale qui a engagé un chantier en marché public et qui, pour une raison ou pour une autre, ferme les lieux dans lesquels nous intervenons, eh bien, c'est aussi une décision qui nous impacte, du retard sur les chantiers. C'est ce qui s'est passé lors du premier confinement, qui a fait qu'à l'automne, on a été débordé de travail parce qu'il a fallu rattraper, récupérer tous ces retards. Et donc, nous, on était plutôt positifs. C'est pour ça que je vous disais, la semaine dernière, je vous aurais dit, nous sommes plutôt optimistes et positifs sur le rattrapage de l'activité. On a du travail. En règle générale, on a du travail. Alors, au deuxième trimestre de cette année, on a été impacté par une baisse d'activité de moins 24%, qui a été en partie récupérée. On avait des projections sur la fin de l'année avec une baisse d'activité au total sur l'année de moins 9, incluant ces 24%. Donc, c'était plutôt pas mal, mais aujourd'hui, on est un petit peu dans l'incertitude et on ne sait pas du tout comment ça va se passer demain. Alors, nous, on va tout faire, en effet, la profession va tout faire pour maintenir ces chantiers, surtout qu'on s'est engagé sur le plan de relance et notamment sur la transition énergétique, où là où aussi on est assez satisfait d'un certain nombre de mesures qui ont été prises. Les 2 milliards d'euros sur MaPrimeRénov', ça nous impacte complètement. Des aides pour les TPE, PME sur la rénovation énergétique, les copropriétés, le logement social, tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. On espère évidemment que le nouveau confinement ne va pas mettre un coup d'arrêt à tout cela et ne va pas mettre tout le monde dans la difficulté, parce qu'on entend bien les messages d'un côté qui disent il faut continuer le travail, avec aussi des incompréhensions sur le fait que certaines professions sont, elles, obligées de fermer administrativement, les commerces de proximité. Nous, on est très proches d'eux, puisqu'on fait partie de la même organisation professionnelle, l'UDP, et donc du coup… dont vous êtes vice-présidente, je le précise. Pardon ?
Donc, vous êtes vice-présidente. Non, non, je ne suis pas vice-présidente, je suis présidente de la commission des affaires économiques. Présidente de la commission des affaires économiques, voilà. En tout cas, vous y avez des responsabilités, oui. Du Conseil national de l'UDP. Donc, on est très proche d'eux aussi parce qu'on sent comme un ressenti d'une forme d'injustice sur les grandes surfaces qui peuvent ouvrir et pas eux. Donc, tout cela nous affecte profondément et fait que l'activité, elle est tributaire aussi de ça. La confiance des particuliers, en fait, c'est un gros tout qu'on essaye de faire, voilà, on essaie de prendre le côté positif de chaque chose, mais pour autant, on a quand même de l'inquiétude. Est-ce que vous soutenez la demande des agences immobilières très largement, hein, Eric s'exprime ce soir, mais la FNAIM a soutenu cette position, l'UNIS soutient cette position, de pouvoir continuer les visites. On l'évoquait, les transactions, y compris même les locations, on va dire les changements de logement, c'est pour vous essentiel pour également remplir vos carnets de commandes. Donc, il y a de l'emploi derrière, hein, c'est évident. Il y a de la santé des entreprises que vous représentez. Vous soutenez cette volonté de pouvoir continuer avec les précautions sanitaires, comme vous avez été astreint à le faire, et vous l'avez fait. Il y a un guide de bonne pratique, personne ne le méconnaît aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraîtrait la bonne solution? Alors, je vous fais parler sur d'autres métiers. Vous n'êtes pas titré pour le faire, mais c'est important d'avoir le soutien du bâtiment quand on représente des métiers de l'aval, on le sait. Oui, alors écoutez, tout est une question de cohérence. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir un message de « il faut continuer l'activité » et d'un autre côté, avoir des mesures qui empêchent justement cette activité. Donc, si en effet, on met tout en place en tant que mesure sanitaire pour se protéger, pour éviter la prolifération du virus, parce qu'on est aussi responsable, on comprend qu'il faut prendre des décisions à un moment donné, mais la problématique, c'est la cohérence des décisions et pourquoi une activité peut continuer alors qu'une autre ne peut pas. Ça, c'est complètement incompréhensible par la majorité des gens, des intervenants. Donc, si évidemment les visites sont comment dire, encadrées, si elles se passent avec les précautions d'usage, avec tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter ces risques que l'on fait prendre aux gens, ben évidemment que nous, on ne peut qu'y être favorable puisque, évidemment, derrière, c'est une activité complète qui en supporte les conséquences. Vous m'avez interrogé sur les surcoûts et je ne vous ai pas répondu. Donc, je vais me permettre. Je n'avais pas oublié, je voudrais relancer. Moi, je me permets parce que j'ai failli oublier. Donc voilà. Donc, sur les surcoûts, évidemment, cette question-là n'est pas réglée. Même depuis le premier confinement, cette question-là n'est pas réglée. Alors, le gouvernement nous a entendus et on est très heureux d'avoir eu cette oreille attentive. Pour autant, on n'a pas trouvé la solution. Et aujourd'hui, à 90%, ces surcoûts sont pris en charge par les entreprises elles-mêmes. Et ça n'est pas supportable. Et nous, si l'activité a repris, on se fait énormément de soucis sur l'atterrissage en fin d'année des bilans et des marges, parce que les prix ont dû augmenter de 15 à 20% sur certains chantiers. C'est ça, hein. Voilà, j'évoquais 15%, voilà. C'est effectivement la fourchette, 15-20. Hein. Et donc, si ces prix ont été pris en compte lors de la contractualisation, la signature du devis, très bien, mais beaucoup de chantiers étaient déjà signés avant. Absolument. Et donc, ces surcoûts sont intervenus après. Et donc, les entreprises les ont pris à leur charge. Alors, sur quelques marchés publics, certains maîtres d'ouvrage publics ont voté des enveloppes pour englober ces surcoûts. Et donc, voilà, très bonne initiative et donc on en est très satisfait. Mais ça n'est pas le cas de tous les chantiers, notamment les chantiers de particuliers. C'est vrai que la mise en œuvre du guide, si elle encadre bien les pratiques, elle coûte en termes d'organisation, en termes de temps passé, parce qu'on ne peut pas plus intervenir les uns avec les autres sur les chantiers, mais il faut intervenir les uns après les autres. Et donc, du coup, on explose les temps d'intervention sur les chantiers. Après, je vous passe le poste achat de masques, achat du matériel de désinfection. C'est surtout la question du temps et la question de la coactivité qui plombe le prix des chantiers.
Donc voilà la réponse que je peux vous faire. Aujourd'hui, on n'a pas la solution, même si on fait des calculs savants pour intégrer ça. Aujourd'hui, on l'a pas. Merci de votre franchise. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, on se dit aussi ce qu'on ne peut pas dire de manière claire. Hein. Voilà, il y a des incertitudes aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus, ça en fait partie. Toujours rendre des inconnus avant que je donne la parole à Pierre, promoteur. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de faire des projections en matière d'emploi sur ces 2 mois et demi de fin d'année. Vous n'y voyez pas assez clair. Vous disiez, on avait redressé la barre, on était après du moins 24, on avait rattrapé et le solde net était correct. Là, vous n'y voyez pas clair, il n'y a pas de chiffre aujourd'hui que votre organisation professionnelle est produit. Sur l'emploi, la difficulté, c'est qu'on a toujours des chiffres qui sont un peu tardifs. On étudie aujourd'hui les chiffres du début de l'année, quoi. Donc, c'est assez difficile. Par contre, je peux vous donner un ressenti qui remonte du terrain. C'est aujourd'hui la difficulté à recruter paradoxalement. C'est ça qui est notre grosse difficulté. Si on a un carnet de commandes qui semble quand même être favorable, eh bien, on est aussi en suractivité parce qu'on n'a pas suffisamment de monde pour rétrécir les délais. Et donc, aujourd'hui, nous, on est clairement en phase de, promotion de nos métiers pour faire venir du monde et former le plus de monde possible dans le bâtiment. D'accord. C'est un problème récurrent, mais aujourd'hui, il se fait encore plus sentir que par le passé et que hors contexte de crise. Vous nous rappelez combien la CAPEB rassemble d'entreprises France entière? Alors, nous avons 60 000 adhérents et nous représentons 450 000 entreprises de moins de 20 salariés. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Pierre Sorel. Alors Pierre, le métier de promoteur, je ne sais pas si tu peux parler aussi d'entreprises qui sont au sein de ton groupe, hein, Hexaom. Il y a les plus grands producteurs de maisons individuelles sont aussi dans ce groupe. En tout cas, lorsque on vend, lorsqu'on dessine des logements neufs et puis qu'on veut les faire sortir de terre, mais il y a tout un processus. Il faut qu'on parle d'abord des permis de construire. Ensuite, on reviendra sur le sujet des chantiers en cours. Tu nous donneras ton point de vue en contrepoint de ce qu'a dit Sabine Basili. Mais aujourd'hui, c'est une mécanique qui s'était bloquée complètement également. Dépôt de permis de construire, instruction de permis de construire. Le gouvernement avait poussé les administrations locales, en l'occurrence, puisque c'est à l'échelon des communes, à s'équiper. On se rappelle le N de la loi Elan, il fallait que des choses se numérisent également en matière de permis de construire. Est-ce qu'on s'est soigné en quelques mois? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de continuer l'instruction et préparer l'activité future de promotion qui est la vôtre? Je dirais que par rapport au premier confinement, déjà, où les administrations avaient été prises de court, en tout cas, on a l'impression qu'il c'était un peu des réactions diverses suivant les mairies qui étaient équipées ou pas pour pouvoir travailler à distance. On a vu effectivement des instructions qui, quelquefois, étaient un peu compliquées. On pourrait imaginer que dans cette deuxième période de confinement, les choses se passent un peu plus simplement, mais c'est encore un peu tôt quand même pour en tirer des conclusions, parce qu'on ne sait pas du tout si effectivement comment ça se passe au quotidien, comment ces administrations se sont organisées, est-ce qu'elles ont, depuis le dernier confinement, pris des mesures pour pouvoir travailler plus facilement à distance. Ça, je ne saurais pas répondre à leur place. En tout cas, on peut l'espérer, en tout cas qu'il y a eu des mesures qui ont été prises en ce sens. C'est vrai que dans la gestion des projets et dans l'instruction des permis, enfin en tout cas dans la capacité à déposer des permis de construire, on est plutôt bien lotis, nous, en tant que promoteurs, dans le sens où, par rapport à tous les témoignages qu'on a pu avoir jusqu'à présent, dans lesquels, quand une agence immobilière elle est fermée, il n'y a plus de clients, l'activité s'arrête. Là, c'est vrai qu'on a la chance, à travers aujourd'hui la capacité à être en télétravail, à pouvoir travailler en visio, à faire avancer les projets. Il y a un gros travail de back-office, en quelque sorte. Exactement. Et donc, on peut continuer à faire avancer effectivement ces projets, au moins d'un point de vue, je dirais, conception.
grosse différence, effectivement, on l'a souligné, c'est le fait que les chantiers continuent quand même. Donc, on a aussi une activité qui finalement, avec des chantiers qui ne se sont pas arrêtés, comme ça a été le cas brutalement lors du premier confinement. Après, une question que je n'ai pas posée à Sabine tout à l'heure, mais je préfère la poser aux promoteurs. Est-ce que les chantiers, avec les obligations sanitaires, alors, on parlera de l'enchérissement, hein, la vice-présidente de la CAPEB a donné sa lecture, elle a dit c'est pas réglé, je te poserai la question aussi, mais en matière de rythme d'évolution des chantiers, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus long de faire sortir un logement de terre avec les précautions sanitaires? c'est plus compliqué parfois parce qu'il y avait effectivement une question de coactivité à gérer. Quelquefois, on a eu des sujets de coactivité avec des équipes qui ne pouvaient pas se croiser ou des équipes à dédoubler pour ne pas avoir évidemment une concentration d'ouvriers ou à un endroit effectivement dans un chantier. Donc il y a toute une mécanique intellectuelle à mettre en place et des mesures renforcées. Donc oui, c'est plus compliqué, plus long, un peu sans doute, mais on ne peut pas dire qu'on l'ait vraiment ressenti, enfin en tout cas sur des chantiers entre 50 et 100 logements, je ne pense pas qu'il y ait eu effectivement d'impact, enfin en tout cas qu'il n'y en ait plus. Il y en a peut-être eu au début, évidemment, quand les chantiers sont arrêtés. Quand il y a eu un phénomène de sidération par rapport à ça, en disant mais comment on va faire, comment on peut l'aborder, qu'est-ce que ça veut dire en matière de mesures, mais avec effectivement maintenant le guide de l'EPP-BTP, avec un certain nombre de publications qui ont été faites, on voit à peu près comment il faut aujourd'hui engager un chantier, quelles sont les mesures à prendre et comment il faut l'aborder pour respecter toutes les mesures sanitaires nécessaires. Et c'est vrai des grandes comme des plus petites entreprises. Vous avez affaire aux deux, c'est vrai des deux. Hein, oui, deux types oui, tout à fait. Et là aussi, c'est assez effectivement spectaculaire parce que ça soit un artisan comme une grosse entreprise aujourd'hui, il y a eu le même engagement, la même implication par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on assiste vraiment aujourd'hui, quand on va sur un chantier, on sent qu'il y a eu cette prise de conscience et ce changement. D'abord parce que c'était le prix aussi à payer pour arriver à tenir cette activité, à continuer à pouvoir redémarrer des chantiers. Donc, je pense que c'est en ce sens que tout le monde se sent concerné par ces mesures. En revanche, moi, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça, c'est qu'effectivement, même si on peut considérer qu'on est encore une fois plutôt bien loti, Sabine disait quelque chose de très vrai tout à l'heure, c'est pas de transaction, pas de travaux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir conscience que c'est pas parce que les chantiers tournent en ce moment que demain, on continuera à en avoir avec le même rythme. Si on n'a pas de transaction aujourd'hui, c'est évident qu'il y aura des mises en chantier qui seront décalées. Donc, c'est évident qu'il y aura un impact de toute façon sur la production. On appelle le recyclage. Hein. S'il n'y a pas de vente, Exactement. Une grande partie de votre production et de vos ventes repose sur la revente préalable. Eh ben, si on n'a pas aujourd'hui une opération immobilière, quelle qu'elle soit, si elle n'a pas 30 ou 40% de pré-commercialisation de ces lots, le chantier… Ah oui, alors on parle du neuf, d'accord. Oui, je parle du neuf. Des questions là, qui me sont posées d'ailleurs, Pierre, parce que tout à l'heure, on parlait de ce que ne pouvaient plus faire les agents immobiliers, les négociateurs, c'est-à-dire de vendre des logements existants, qui, je le disais souvent, conditionnent l'achat d'un logement neuf. Ça, c'est un premier sujet. Les logements neufs aujourd'hui, j'ai vu passer un message que j'ai mal compris, d'ailleurs, de la présidente de la FPI, je crois. Alors, elle n'est pas avec nous, mais on t'a avec nous. Il semblerait que les visites à domicile de négociateurs pour la vente de logements neufs soit autorisées. Alors, j'avoue être troublé, mais enfin, je le suis à longueur de journée avec les règles du confinement. Et par ailleurs, on pose la question aussi de savoir si la prospection foncière est possible ou pas aujourd'hui. C'est-à-dire les activités commerciales qui sont attachées aux promoteurs, en clair, est-ce qu'elles peuvent continuer ? Ça, je ne saurais pas répondre au nom de la FPI, hein, évidemment, mais je peux juste répondre par rapport à ma sensibilité et la façon dont on travaille au quotidien. Oui, voilà. Un prospecteur foncier, il est tout seul dans sa voiture. Donc, quelque part, fondamentalement, pour le coup, les gestes barrières et les règles sanitaires, elles sont parfaitement respectées. Ensuite, ponctuellement, il va aller voir effectivement des particuliers. C'est là qu'il y a une question propriétaire. Et ça, je n'ai pas la réponse forcément sur le fait de pouvoir justement visiter un particulier qui vend son terrain aujourd'hui et comment ça se passe. Ça, je ne sais pas effectivement. Plus largement, d'ailleurs,
on s'interrogeait tout à l'heure sur la fermeture des agences immobilières, mais un espace de vente qui est à proximité immédiate d'un chantier, aujourd'hui, c'est un espace dans lequel on reçoit le client un par un sur la base de rendez-vous. Donc, de la même manière, aujourd'hui, ils sont fermés. Mais on peut s'interroger sur la légitimité de cette fermeture, parce que ce sont des agences qui s'adressent souvent à une clientèle avec une zone de marchandises très proche, moins d'1 kilomètre, avec encore une fois, vous verrez jamais 2 ou 3 personnes concomitamment dans un espace de vente. Donc, ça veut dire que concrètement, toutes les règles sanitaires sont respectées. Et encore une fois, si on ne peut pas signer de contrat de réservation aujourd'hui, demain sera forcément un impact sur la production et sur l'activité économique. Et donc, c'est un peu le paradoxe, c'est que d'un côté, on peut aller chez un notaire, signer un acte de vente, mais on ne peut pas aller sur un espace de vente, donc avec un vendeur, un commercialisateur, signer un contrat de réservation. C'est ça qui est un peu… Alors, on pourrait dire oui, mais finalement, on peut faire ça aujourd'hui de manière digitale, d'accord, à distance. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'un logement reste quelque chose de très impliquant et on n'achète pas un logement à distance. On a besoin de voir sur place, on a besoin de visiter le site, on a besoin de comprendre l'environnement et on ne peut pas s'engager aujourd'hui sur une acquisition sur laquelle on va emprunter pendant des dizaines d'années juste par Internet. Ce n'est pas possible. Donc, et ça va plus loin encore, c'est que quand on parlait de soutenir la confiance, c'est qu'aujourd'hui, cette incapacité des gens à pouvoir se rendre sur place, pouvoir se projeter dans leur vie future, dans un projet de famille, ça a forcément aussi un impact sur le moral, donc sur la consommation. Et à moyen terme, effectivement, sur cette capacité à pouvoir rebondir demain dans l'après-confinement. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup du confinement, mais il faut aussi voir l'après-confinement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les mesures qu'on va prendre aujourd'hui, qui en apparence permettent de faire le business as usual, et on va se rendre compte que finalement, il y a des petits sujets, une multitude de petites thématiques qui bloquent, qui grippent la machine et qui vont avoir des impacts à moyen ou long terme. Oui, enfin, dans l'immobilier, on ne vit pas avec Amazon, quoi, hein, pour le dire d'une phrase. La partie corps présent, physique, reste très importante. Un chiffre, parce que c'est très intéressant, quand tu nous dis qu'on est en train d'obérer l'avenir proche, hein, et que si vous n'avez pas un niveau de commercialisation suffisant, vous ne mettrez pas en chantier derrière, vous ne relancerez pas d'opération. Quel est le taux de commercialisation aujourd'hui qu'on exige d'un promoteur pour qu'une opération puisse effectivement sortir? C'est-à-dire qu'il faut qu'un promoteur, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, national ou, je dirais, ou indépendant modeste, il faut au minimum 30% de pré-commercialisation aujourd'hui pour pouvoir lancer un programme. Et donc, parfois plus. On pourra acheter le terrain. Mais derrière, les travaux tarderont à venir par rapport à la mise en commercialisation. Alors, certes, ça prendra peut-être quelques mois, mais quelques mois à l'échelle de notre économie aujourd'hui par rapport à des entreprises de BTP qui ont besoin d'avoir de nouveaux chantiers, de pouvoir enclencher de nouvelles affaires, ça peut être dramatique. Expliquer à un plombier, c'est pas grave, il aura un chantier dans 6 mois, ça peut être une question de survie pour lui. Et donc, c'est vrai que là-dessus, le fait d'avoir cette continuité de l'activité, pour moi, est essentiel. On ne peut pas avoir d'à-coups dans notre métier. Sinon, ça se traduira forcément par des faillites. La question des surcoûts, on a eu le regard d'ailleurs très modeste, hein, très sincère de Sabine Basilly au titre des entreprises en bâtiment. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour un promoteur? Les chantiers sont effectivement enchéris, hein, ça coûte plus cher en clair. Je parlais de 5 à 15%, Sabine disait 15-20%, c'est énorme. Les entreprises ne sont pas même avec leur marge d'absorber en tout cas la totalité. Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus? Est-ce que les logements qui vont voir le jour vont être plus chers au moment où les ménages seront les moins à même de remettre la main à la poche? D'abord, effectivement, 5-15% ou plus ou moins, il faut bien sûr mettre ça en rapport avec la taille de l'opération. Je pense que pour un particulier qui fait des travaux chez lui, évidemment que les coûts fixes qui sont induits par les mesures sanitaires pèsent bien plus lourd à l'échelle effectivement du montant global en pourcentage que sur un chantier de 100 logements sur lesquels il va falloir prendre des mesures comme ne serait-ce que avoir des cycles de nettoyage plus courts, etc. et qui vont s'amortir bien plus. Donc déjà, c'est très délicat de parler de pourcentage parce que ça dépend bien évidemment du chiffre d'affaires enfin, associé à ce pourcentage. Ensuite, paradoxalement, c'est évident que ça se traduit par des surcoûts pour l'entreprise. Paradoxalement, je ne suis pas certain qu'on les ressente. Pourquoi ?
parce qu'on assiste en ce moment, pour tout un tas de raisons. On a eu d'abord la période des municipales, ensuite on a eu le premier confinement, puis un certain nombre d'effets qui ont considérablement ralenti les mises en chantier aujourd'hui, pour plein de raisons en fait. Et donc le ralentissement de ces mises en chantier fait qu'il y a moins de chantiers. Comme il y a moins de chantiers, il y a plus d'entreprises qui veulent du boulot. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises, effectivement, se font une concurrence exacerbée aujourd'hui pour arriver à prendre ces opérations-là. Donc, on arrive à une situation dans laquelle, certes, ces entreprises ont des surcoûts, mais qu'elles ne peuvent pas les répercuter aujourd'hui au niveau de leurs coûts de travaux, faute sinon de ne pas pouvoir être compétitives par rapport à d'autres qui sont prêtes à faire l'impasse. Donc aujourd'hui, on a eu effectivement cet effet surcoût très fort au moment du premier confinement, quand les chantiers étaient arrêtés et donc que les entreprises étaient un peu là, l'arme au pied, en disant écoutez, si vous ne payez pas tant, on ne reprend pas l'opération. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où l'activité étant plutôt aujourd'hui en retrait par rapport à ce qu'on a pu connaître l'an dernier, non pas parce qu'on vend moins de logements, en l'occurrence, quand on n'est pas confiné, mais parce qu'il y a eu moins d'opérations, moins de permis de construire, moins de dossiers qui sont sortis pour toutes ces raisons. Eh bien, de ce fait, je pense qu'effectivement, on va avoir, pour les entreprises de BTP, ces surcoûts à absorber, parce qu'on n'aura pas les moyens, nous, derrière, de pouvoir évidemment payer plus cher demain les coûts de travaux inhérents à ces mesures sanitaires complémentaires. Ton regard sur l'évolution de la demande. Alors, ensuite, j'irai vers Eric pour lui poser la même question pour les logements existants, l'ancien, comme on dit couramment. On a parlé de la réforme du prêt à taux zéro, du Pinel. Alors, ces deux dispositifs ont été prolongés, il y a plus de visibilité pour vous. Ils doivent être améliorés, on ne sait pas comment. La mise du logement l'a promis, c'est un chantier 2021 pour l'exercice 2022. Par ailleurs, des difficultés économiques, voilà, on a tous les jours des mauvaises nouvelles sur le front du chômage notamment. Comment anticipez-vous l'évolution de la demande dans le neuf, la désolvabilisation? Voilà, pour le promoteur que tu es, c'est évidemment un sujet. Est-ce que tu es optimiste parce que les aides, parce que je ne sais pas quoi? Il y a deux choses. D'abord, effectivement, si on regarde ça à l'échelle de la production de logement globale, et est-ce que ça a un impact sur moi en tant que promoteur? En fait, c'est deux choses différentes, paradoxalement. Parce que concrètement, quand on regarde pour notre profession de producteur de logements neufs et de vendeur de logements neufs, encore une fois, on a eu une contraction considérable des stocks à vendre aujourd'hui, pour plein de raisons. D'abord parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de nouvelles opérations qui ne sont pas lancées. Ensuite, parce qu'il y a eu énormément de ventes en bloc, donc ventes à des institutionnels qui, à un moment donné, ont acheté effectivement des opérations donc en bloc. Et donc, ça a contribué considérablement à abaisser énormément le niveau de stock. Donc, il y a peu de logements neufs à vendre, paradoxalement, aujourd'hui. Comme il y a peu de logements neufs à vendre, on peut considérer que même si la demande se contracte, finalement, on reste de toute façon avec un marché en sous-offre par rapport à une demande même contractée. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, on va assister effectivement à moins de transactions, mais quand même, effectivement, des transactions où on a une demande qui reste très supérieure aujourd'hui à la production qu'on est capable de fournir aujourd'hui en logement neuf. Ce n'est pas tout le même contexte qu'en logement ancien, évidemment, sur lesquels il y a un existant qui est là et avec un niveau de transaction. Là, dans ces mécanismes effectivement du logement neuf, paradoxalement, je ne vois pas forcément sur les mois qui viennent un impact sur les prix de vente. Maintenant, le vrai sujet, il n'est pas tant en fait sur la question effectivement pour ce qui reste de cette population solvable, sa capacité à trouver le logement, mais plutôt une question de confiance. C'est qu'en réalité, on se rend compte que notre marché, comme celui de l'ancien, j'imagine, il est directement tributaire de la confiance des ménages. C'est-à-dire que paradoxalement, on peut avoir des gens qui ont beaucoup d'épargne, on peut avoir des taux d'intérêt très bas. Si la confiance n'est pas au rendez-vous, brutalement, en fait, on peut s'arrêter. Et c'est complètement, on est presque dans l'irrationnel là-dessus. C'est ça qui est assez troublant, c'est que paradoxalement, tous les feux peuvent être ouverts. Si la confiance n'est pas au rendez-vous, on ne vendra pas. Parfait. C'est très clair, c'est très clair. Merci Pierre. Eric, et ce sera le mot de la fin, en tout cas, dans la bouche des débatteurs.
avant qu'on ne se sépare, parce qu'il est presque 18h30. Éric, deux choses. La même question que celle que j'ai posée à Pierre, mais il a dit que ce n'est pas les mêmes logiques. Qu'est-ce que tu anticipes sur le marché de l'existant? Est-ce qu'il faut anticiper? Alors, on a vu que les notaires avaient annoncé quelques jours avant le deuxième confinement, ça change beaucoup de choses peut-être, hein, qu'on finirait l'année à 900 000 transactions, là où on était à près de 1,1 million l'an dernier. Donc, effectivement, une baisse réelle, hein, du rythme de transaction et du nombre de reventes. Qu'est-ce que tu imagines dans ces deux mois de fin d'année? Et deuxième question, les notaires, parce que sans eux, une transaction ne peut pas se conclure de manière définitive. On les avait montrés du doigt, hein, au cours du premier confinement. Ils n'étaient pas en mesure de continuer leur ministère. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce problème est réglé? Est-ce qu'effectivement, on peut, chez le notaire, signer un acte authentique, voire un avant-contrat, parce qu'il y a même certains professionnels qui choisissent de conduire leurs clients chez le notaire pour l'avant-contrat. Bref, est-ce que les études notariales fonctionnent? Alors, la situation aujourd'hui, elle est celle-ci. Donc, après avoir souffert du premier confinement, on a eu un phénomène de rattrapage qui a été assez brutal, où il y a eu énormément de transactions qui se sont réalisées, où on était finalement sur une année qui n'était pas si mauvaise que ça, compte tenu des paramètres immobiliers existants aujourd'hui, à savoir des taux bas, des besoins immobiliers, la sécurité que représente l'immobilier dans une période un petit peu troublée. Bref, toute cette situation faisait que cette année, on était dans une année qui était un petit peu moins bonne que 2019, mais pas loin de 2019. Donc, on sauvait quelque part notre année. Aujourd'hui, l'année 2020, les compromis qui sont signés, qui ont été signés avant le confinement, font l'objet d'un acte tentatif pour beaucoup d'entre eux d'ici la fin de l'année. Donc, l'année est faite. Donc, cette année va être une année qui va pas être mauvaise, compte tenu, encore une fois, des paramètres spécifiques de l'immobilier. Alors, ça, c'est la situation. Alors, quelles sont les perspectives sur 2020? Alors, tout va dépendre de la situation économique de la France, bien évidemment. S'il y a du chômage massif, s'il y a des difficultés des entreprises, ça va impacter les ménages qui, forcément, auront moins d'argent pour investir dans l'immobilier. Et ceux qui vont prendre en premier, ce sont évidemment les foyers modestes, qui sont pour beaucoup des primo-accédants. On le voit déjà aujourd'hui, puisqu'on a une tension sur les primo-accédants au niveau des banques qui craignent des difficultés de la part de ces primo-accédants et du coup qui renforcent les conditions en demandant des apports supérieurs à ce qui existait avant. Et donc, on craint cette réduction d'acquéreurs, d'autant plus que cette situation, encore une fois, est aggravée par ce problème d'impossibilité de visite, puisque si on a une impossibilité de visite, forcément, on aura des transactions qui ne vont pas se faire de manière réelle. Et donc, on va encore avoir un problème de frustration, un problème de rattrapage qui va s'opérer de manière brutale au sortir du confinement, et on va avoir des prix qui vont monter, puisque paradoxalement, on pourrait penser que dans cette période, les prix baissent, mais il n'en est rien, en fait. Les prix ne baissent pas, voire ils montent dans certains endroits. Et ils montent pourquoi? Non pas parce que les agents immobiliers montent les prix, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de négociation. Parce que comme il n'y a pas assez de biens, les acquéreurs se ruent sur les biens, littéralement dans certains endroits, sur les biens disponibles, et ils achètent au prix proposé. Voilà la situation. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que l'agent immobilier a un rôle justement de tempérance par rapport à cette augmentation des prix, puisque lui connaît les prix du marché, donc il ne va pas surestimer les biens immobiliers, mais il va les mettre au juste prix, chose que ne fera pas forcément un particulier qui va en direct. Donc il y a effectivement ce phénomène qui s'opère aujourd'hui, donc on risque d'avoir, avec cette impossibilité de visiter, une aggravation de ce phénomène de rattrapage et de réaction finalement soudaine et brutale qui va s'opérer du coup d'ici 2020. Alors, encore une fois, les paramètres de l'immobilier restent bons, c'est-à-dire que tant qu'on est dans une période où les taux restent bas, l'immobilier reste très attractif, puisqu'il est clair qu'il vaut mieux acheter un bien immobilier quand on peut le faire, et avec un crédit qui va permettre de payer ce bien immobilier plutôt que de payer un loyer en pure perte. Bien évidemment, quand on ne peut pas faire autrement, on est locataire, mais aujourd'hui, il est toujours plus intéressant d'acheter.
D'autre part, dans cette période troublée, puisqu'il y a des facteurs de trouble un petit peu partout, il y a effectivement des difficultés, les élections américaines, la Chine, les tensions au Moyen-Orient, etc. Il y a plein de sujets de difficultés. L'immobilier reste un secteur qui est sûr, reste le seul secteur qui offre des garanties, qui est pérenne, qui offre un revenu, qui permet à beaucoup de compléter leur retraite. Donc, c'est un domaine extrêmement important. Donc, sécurité, taux bas. Je vois mal l'immobilier, entre guillemets, se casser la figure. L'immobilier reste un placement sûr. Je suis confiant pour l'avenir, sous réserve, évidemment, qu'il n'y ait pas un impact économique qui soit trop brutal vis-à-vis des particuliers. Bon, c'est clair, je pense qu'avec les autres organisateurs, on devra prévoir, il faut laisser passer un petit peu de temps, mais un débat sur les évolutions en volume, en prix. Je vous ai demandé à tous les deux, Pierre et toi, votre avis, mais ça mérite bien sûr qu'on s'y appesantisse et peut-être avec un peu plus de recul qu'on en a. On n'a que quelques jours sur ce confinement. Et je t'ai posé aussi une question sur les notaires. Oui, voilà, c'est ça, je voulais terminer. Alors, concernant les notaires sont des partenaires incontournables. Les notaires sont des alliés, sont des gens extrêmement importants qui font partie de la chaîne immobilière et avec lesquels, effectivement, tout professionnel de l'immobilier doit s'entendre. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les notaires, pour beaucoup, sont aujourd'hui équipés de dispositifs électroniques, puisque c'est quelque chose qui leur a été un peu reproché lors du premier confinement, mais c'est un petit peu normal parce qu'on a tous été cueillis à froid avec ce dispositif. Donc, effectivement, les notaires, pour l'essentiel, sont dotés de ces moyens électroniques qui leur permettent de faire la vente. Donc, ce qui est très important d'ailleurs, avant de signer un compromis, et là c'est un petit tuyau que je donne, c'est de s'assurer que le notaire en question a bien les dispositifs qui lui permettra de faire ces ventes sous forme électronique. Sinon, effectivement, il faudra bien réfléchir parce que si la vente ne peut pas se faire pour des raisons techniques, ce serait dommage pour toutes les parties. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté avec ça parce qu'encore une fois, les notaires sont des gens qui sont réactifs, c'est des gens qui veulent travailler, c'est des gens qui sont des associés, des alliés qui sont absolument indispensables et donc, je suis confiant là aussi. Et on n'a pas avec nous de représentants du notariat, ça pourra venir, mais on se rappelle que le président Humbert, à l'époque, il vient de passer la main, avait indiqué que la proportion de notaires équipés digitalement avait beaucoup augmenté. Je crois qu'on était autour de 80%, donc ça donne évidemment raison à ton propos. D'ailleurs, j'ai un tuyau à ce sujet-là, si je peux me permettre. Enfin, si ça n'a pas été dit, c'est que la ministre a indiqué qu'il y aurait une extension de l'arrêté qui a été déjà pris lors du premier confinement qui permet aux notaires de passer les actes sous forme électronique. Alors, information très intéressante. Et je précise aussi, j'en parlais hors débat avec Pierre Sorel, qu'il avait été également pris un texte spécifique pour la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, qui normalement ne pouvait pas se faire de manière digitale, quoi qu'il en soit, parce que le législateur a voulu protéger plus particulièrement les acquéreurs de logements neufs sur plan, comme on dit. Un texte a modifié ça pendant le premier confinement. Normalement, il devrait être pérennisé, c'est ce que j'ai entendu. Donc, en clair, si on met bout à bout nos informations, on devrait pouvoir tout faire digitalement de façon définitive. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Je donne la parole. Alors, je m'empresse de vous remercier tous, déjà, tous les quatre. Michael Nogal aussi, qui était un invité surprise et qui a suivi nos travaux. J'ai trouvé que le cahier des charges, la franchise, la simplicité, voilà, la clarté, vous l'aviez tous très très bien respecté. Et au-delà, je vous remercie mille fois. Je donne la parole. Benjamin l'a demandé tout à l'heure, donc je vais peut-être lui donner d'abord et ensuite Evelyne aussi pour prendre congé de nous tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en l'occurrence le 10 à 17h. On se met même encore un petit peu plus haut dans l'après-midi. C'est un débat qui avait été prévu avant le confinement, mais il est très actuel. On parlera de tertiaire. Voilà, on parlera de bureaux, marché de bureaux. Ça vous passionne incontestablement aussi autant que le résidentiel. Merci beaucoup, Evelyne, à toi et Benjamin, dans l'ordre que vous voulez, chez vous. Mais il y en a un qui doit se décider, en tout cas. Bon. Henri, merci beaucoup. Cette conférence nous aura encore une fois
permis de faire le point. Je ne suis pas sûr qu'on aura complètement rassuré tous les professionnels quant à l'exercice de leurs activités respectives, mais on aura répondu à un grand nombre de questions et ça a été très utile. Pour en revenir un petit mot sur le marché de l'ancien à Paris et en Île-de-France, nos adhérents ont senti un réel coup d'arrêt depuis quelques mois, hors la période d'après confinement. Et très clairement, aujourd'hui, on est, en tout cas à Paris, en Île-de-France, plus sur un marché de la demande que sur un marché de l'offre. Effectivement, on voit beaucoup plus de produits apparaître sur le marché. Et effectivement, c'est vrai que les demandes moins nombreuses. J'aimerais faire un parallèle entre les deux confinements, le premier et le deuxième. Dans le premier confinement, on nous a demandé de nous réinventer et de trouver des moyens pour réaliser nos professions différemment. Alors, ça ne voulait pas dire, évidemment, changer de métier. Mais aujourd'hui, l'enjeu de cette nouvelle crise, c'est essayer de nous laisser faire nos métiers avec les nouveaux moyens qu'on a inventés du premier confinement, mais en n'oubliant pas les bases, qui est que pour vendre un appartement ou louer un appartement, il faut réussir à ouvrir la porte. Et si on nous laisse juste ouvrir la porte, je pense que ça permettra aux transactionnaires de passer cette crise à moindre coût. En ce qui concerne le syndic… Et rappelons qu'il faudrait juste une case de plus dans l'attestation. Je dis ça pour Monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas un gros travail. Il faut ajouter une petite case. Elle a déjà été revue 2 fois, l'attestation, donc pourquoi pas une 3e fois. Non, mais une toute petite case. On n'est pas gourmands, nous, dans nos professions. Une case. Mais une case quand même. Et je rappellerai qu'on a beaucoup parlé lors de la première crise de la solidarité. N'oublions pas que nous devons tous être solidaires. C'est pour ça qu'au sein de ce cercle, on s'est fixé cet objectif. Tous être unis, tous être solidaires pendant cette deuxième crise. Et effectivement, pas uniquement pour les gens qui sont dans la difficulté ou en mauvaise santé, mais aussi avec nos commerçants qui, eux, au niveau de leur business respectif, souffrent. Evelyne, et entre vous deux, je fais remarquer que ce soir, l'exemple a été donné puisque des représentants, et pas des moindres, de toute la chaîne immobilière étaient avec nous, voilà, de Sabine Basili, entreprise en bâtiment, jusqu'au métier de service, promotion, maison individuelle, voilà. Donc, l'exemple de cette solidarité est donné, me semble-t-il. Eh bien, je voulais faire une petite synthèse sur justement cette interdépendance de tous les métiers de la chaîne immobilière. On est au cœur du propos du cercle des managers, puisque c'est ainsi que nous l'avons conçu à l'origine. Et moi, je retiens qu'une chose aussi simple qu'une petite visite influe sur la totalité de la chaîne, puisque si on ne peut pas visiter, on ne peut pas acheter. Si on ne peut pas acheter, on ne peut pas faire de travaux. Si on ne peut pas revendre, on ne peut pas acheter du neuf. Donc, nous sommes complètement interdépendants. J'ai senti que tout le monde parlait vrai et tout le monde était autour de cette table assez combatif. Il ne s'agit pas d'avoir un combat corporatiste, il s'agit de faire comprendre que la profession est tout à fait à même d'assumer les précautions à prendre autour de ces visites pour être autonome, pour se prendre en main, pour ne pas demander d'aide. Je l'ai entendu d'Éric Alouche qui nous a dit qu'il préférait travailler que tendre sa sébile. Donc, j'espère que nous serons entendus ce soir en rajoutant qu'au-delà des ruptures de la chaîne immobilière et des difficultés de tous nos métiers par cette absence de visite, on a des problèmes humains extrêmement prégnants. On reçoit des lettres de gens qui nous disent « Mon entreprise a besoin de se restructurer, je dois bouger, je dois me loger ailleurs et je ne peux pas me loger ailleurs si je ne peux pas visiter. » Donc, j'attends, puisque nous étions entendus ce soir, Henri nous l'a dit, nous étions entendus par nos décideurs nationaux, eh bien, j'espère que nous aurons contribué à faire progresser sur ce point et merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt.